nouvelle victoire pour Verstappen au Grand Prix du Japon, mais si Red Bull a encore dominé ce week-end, l'écart avec la concurrence et notamment avec Ferrari se réduit sérieusement. Analyse et débrief complet du Grand Prix de Suzuka avec nos fanats du paddock. Si le cheval cabri progresse, c'est plus sous l'impulsion de Carlos Sainz que de Charles Leclerc. Le petit prince de la F1 semble perdre de sa superbe et devenir le pilote numéro 2 de Ferrari. Et que dire d'Alpine, malgré les évolutions greffées sur sa F1 2024. L'écurie française est nulle part et connaît son plus mauvais début de saison avec 0 points au compteur. Alors quel avenir pour Alpine? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo. Je vous rappelle qu'on refait la F1 est disponible désormais sur sa propre chaîne. Encore une émission est diffusée sur la chaîne d'On refait d'On refait le Mac. Si vous nous regardez sur On refait le Mac, le lien de la nouvelle chaîne se trouve dans la description de la vidéo. Pour la dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner. L'émission, vous le savez désormais, est disponible tous les lundis après chaque Grand Prix. On a rendez-vous avec On refait la F1, Chien l'a dit, avant un Grand Prix. Avec pour arbitrer nos fanats du paddock, dont l'expertise est parfois de mauvaise foi, notre team principal, Éric Bouillet. Salut Éric. Bonjour à tous. À mes côtés, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et son écurie Mercedes, on le surnomme Helmut Merko pour son franc-parler, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Il porte les couleurs des Bleus de l'écurie Alpine qui a encore souffert ce week-end. Guillaume Pommier. Bonjour à tous, on a souffert mais on est encore là. Oui, on se demande encore pour combien de temps. À ma droite, un tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camillo. Les cloches n'ont pas sonné ce week-end. Hein. Oh non, mais ça ne saurait tarder. Bien. Et à ses côtés, un autre tifosi, on le surnomme l'Outrun de cette émission, monsieur Christophe de Grave Outrun. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo avec la Testarossa, bien sûr. Salut tout le monde. Quant à moi, vous le savez, je demeure un supporter indécrottable de Fernando Alonso, dont on parle beaucoup d'un transfert chez Red Bull. On en parle dans un instant. Messieurs, Radio Check. Radio Check. Loud and clear. Et on enchaîne tout de suite avec le Grand Prix du Japon et un débrief complet. Et une nouvelle domination de Verstappen, le triple champion du monde a livré une copie parfaite, Laurent, une nouvelle fois. Hein. Ouais, parfaite. Parfaite. Pole position, victoire et meilleur tour en course. La seule chose qui lui manque, c'est au gré d'un changement, il ne s'est pas retrouvé premier, mais tu vois, il aurait pu être premier tout le long et ça aurait été le super parfait. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Il a même fini en disant « Oh, les pneus, j'étais tellement à l'aise que c'est sympa de pouvoir se dire qu'on n'a pas de problème de pneus, qu'on peut checker, se rendre compte qu'ils sont bons et qu'on peut encore continuer. » Le truc survolé. Quoi. Ouais. La piste de Suzuka, on sait qu'elle met en valeur la RB20. Il semblerait quand même que l'écart soit moins important dans Camillo que l'an passé quand même par rapport notamment au Ferrari. 3 dixièmes d'écart en qualif sur la McLaren de Norris. 3e contre 7 en septembre dernier, hein, puisque les dates du Grand Prix de Japon ont changé. Il y a du progrès par rapport à McLaren. Une demi-seconde encore d'écart avec les Ferrari en qualif, mais l'année dernière, elles étaient nulle part, les Ferrari. Donc on voit quand même que ça va mieux dans le Camille. Oui, ça va nettement mieux. Je voudrais rajouter sur la domination de Verstappen, il en a encore. Hein. Ouais. Sous le pied, parce que quand on voit un moment Checo qui commence à revenir sur lui, qui arrive à 8 secondes, bon ben c'est rien, on réaccélère après, on lui rappelle tour après. Juste une piqûre de rappel. Donc, je suis d'accord. Mais clairement, Ferrari s'installe à la seconde place en tant que constructeur, ça paraît évident, avec d'énormes progrès et une écurie qui a 2 pilotes numéro 1, il faut être clair. Ouais, l'écart se resserre, Christophe. 15 centièmes d'écart cette année sur le meilleur tour. La concurrence n'est pas loin en performance pure. Oui, la concurrence n'est pas loin. En plus de ça, on peut voir que finalement, par rapport à ce qu'on voit, effectivement, il y a Max qui gagne, il y a Red Bull qui gagne, Perez, etc. Mais malgré tout, ils n'ont pas progressé fondamentalement par rapport à l'année passée non plus, en fait. Tandis que tous les autres ont progressé. Enfin, là, on parlait de Ferrari. Ferrari a réduit une moitié son écart par rapport à Red Bull de l'année passée. Ça, c'est un vrai pas en avant. Tandis que Red Bull, c'est pas le cas. Donc, quand on dit il progresse, mais moins que la concurrence. Quand on dit Red Bull en a encore sous
sous le pied, je suis pas vraiment sûr de ça. En fait, la dégradation est quand même pas mauvaise non plus du côté de chez Ferrari. Alors, on va se tourner vers notre team principal. Est-ce que tu penses que Red Bull, et c'est la raison pour laquelle ils ont changé de concept cette année, a encore une marge de progression importante, Eric? Alors, ce qui est très rare, je ne vais pas être d'accord avec Christophe, dans le sens où changer de concept aéro sur ta voiture et garder la même performance, c'est un exploit. C'est vrai. Parce qu'ils ont admis publiquement cet hiver qu'ils étaient en bout de course de développement, donc ils savaient qu'ils n'allaient pas aller plus loin, il fallait faire quelque chose parce qu'il reste 24 et 25 avant l'arrivée du nouveau règlement en 2026. Et donc oui, ils sont sous pied. Alors sous pied, Max en a sûrement, mais l'écurie aussi, on aura sûrement aussi beaucoup plus que les autres qui, eux, vont s'essouffler cette année et voire l'année prochaine, parce que personne ne va révolutionner sa voiture l'année prochaine, c'est impossible. Et donc Red Bull a fait ça en fait stratégiquement pour garder une avance de développement en 2024 et 2025. Alors, ce qui est moins compréhensible, Eric, c'est les performances de Pérez, qui était très gêné par la voiture l'année dernière et qui sont plus à l'aise cette année. Brillant second, loin encore, hein, 8 secondes, 10 secondes d'écart à Non, l'arrivée. 12, mais 12 exactement. Oui. 12 à la fin, mais c'est Sergio aujourd'hui, il a un petit peu, je dirais, cherché à faire les choses différemment chez Red Bull. Je pense que depuis à peu près 18 mois, en tout cas 12 définitivement, puisque l'année dernière, il s'était pris à rêver qu'il pourrait aller chercher Max un peu ou le titiller. Et aujourd'hui, voilà, il a compris que s'il voulait finir deuxième, c'était le mieux qu'il pourrait faire aujourd'hui. Être là quand il y a un problème chez Max, tout simplement. Mais pour ça, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et il faut rentrer dans le rang, comme on dit. Ouais, c'est le moment ou jamais, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent à la porte de Red Bull pour prendre sa place. On pense notamment à Fernando Alonso. Prochain Grand Prix sera le Grand Prix de Chine, dont la dernière épreuve à Shanghai s'est tenue il y a un moment maintenant, avant la pandémie de Covid-19, en 2019. Victoire d'Hamilton en son temps, face à Bottas, son équipier de l'époque, et devant Vettel chez Ferrari, donc ça remonte vraiment. Est-ce que tu penses que le prochain tracé sera moins favorable cette fois-ci à Red Bull, Eric? Ça va nous aider pour la dernière séquence de cette émission, à savoir les pronos. Alors, c'est une bonne question. C'est un circuit où il n'y a eu aucune activité depuis maintenant 3 ans, ou 4 ans même. Donc un circuit qui va être un tarmac en tout cas, qui va être extrêmement vert, donc ça risque d'être extrêmement rigolo le vendredi matin, enfin pour nous spectateurs, plutôt que pour les pilotes, parce qu'ils vont un peu rouler sur de la glace. Et il va y avoir donc ce qu'on appelle une track evolution qui va être énorme. Je ne pense pas que Red Bull se prendra les pieds dans le tapis, donc ce sera quand même toujours là. Après, c'est un circuit atypique, avec des virages rapides, des virages très lents et longues lignes droites. Donc voilà, il y aura quand même, je pense, la possibilité pour Ferrari, en tout cas, qui a montré à Suzuka sur un circuit très technique aussi, qu'ils avaient repris un peu des couleurs. Donc ça n'empêche pas que là, on pourra avoir une surprise, effectivement, en termes de qualif, surtout si la piste n'a pas évolué aussi vite qu'elle le devrait. Parce qu'il va falloir nettoyer un peu là. Un petit espoir aussi, Laurent, pour Mercedes, on va en parler dans nos top et flop dans un instant. On sait qu'elle n'aime pas, la Mercedes, les virages rapides, les courbes, les longues courbes rapides. Là, s'il n'y a pas de courbes rapides, c'est plutôt des virages lents et des lignes droites. Ouais. Là, il y a peut-être un coup à jouer pour Mercedes. Ouais, c'est minimiser la chienlit, on va dire. Ouais, c'est moi. Hein oui. On en va parler dans un instant. Il y en a plein de Jean-Ly dans cet épisode. Allez, on enchaîne tout de suite avec un débrief complet du Grand Prix du Japon avec vos tops et vos flops. Allez, on commence avec toi, Christophe, avec ton top cette semaine. Mon top, c'est la stratégie de Ferrari, parce que fut un temps où quand Ferrari prenait des décisions, on se disait « Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Leclerc? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les pneus? Qu'est-ce qu'ils vont faire lors des changements au pit, etc. » Et aujourd'hui, j'arrive sur le Grand Prix, personnellement, en tant que viewer du Grand Prix, téléspectateur, merci, je vais y arriver. Que téléspectateur, j'arrive, mais relax. Je ne me dis pas, ils vont Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer cette semaine? Oui, ou alors il va y avoir un truc de fou. Ouais. Non, on l'a vu avec Charles. La stratégie, c'était un truc de malade. Et au moment où je me suis dit, mais en fait, ils mettent en place une stratégie où même potentiellement, ils attendent un accident. Enfin, moi, je trouvais ça juste génial, en fait. Alors, rappelons la stratégie, on va en parler dans un instant avec Camille. Effectivement, c'est qu'ils ont choisi les pneus durs et un seul arrêt.
Le flop cette semaine pour toi, Eric, Christophe, pardon. On va y arriver. Bah, écoute, Ricciardo, qui était attendu un petit Daniel. peu comme, ouais, effectivement, qui était un peu attendu comme le Messi. Ici, il a à nouveau touché. Il semblerait qu'en fait, ce soit lui qui soit à la base de ce qui s'est passé sur le circuit et de la sortie des deux voitures. Maintenant, effectivement, c'est un fait de course. C'est pas vraiment une grosse erreur de pilotage non plus, semblerait-il. Mais malgré tout, il n'arrive pas à trouver sa place. Il n'arrive pas à trouver un rythme. Il sort beaucoup. Il y a beaucoup d'incidents sur piste. Et on sait que Red Bull et AlphaTauri, Visa Card RB ne laissent peu de temps à s'installer. Tu me disais quelque chose de très intéressant en préparant cette émission, donc Amir. Ouais, mais moi, je l'avais mis dans les flops la semaine dernière, enfin au Grand Prix dernier. Je crois que c'est clair, mais j'ai un autre flop cette fois-ci. Moi, j'ai été Pour Ricardo, surpris de voir Ricardo dans son interview sur Canal. C'est la première fois que je le vois avoir un body language où on ne voit pas La banane. sa banane extraordinaire, même quand ça va pas. Là, il avait même un peu de trémolo dans la voix. Je crois qu'il sait qu'il est viré. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Eric, Ricardo, la messe est dite. Je pense que la veste est dite, effectivement. Le producteur, d'ailleurs, a largement montré Liam Lawson qui était dans le garage. Il y a un nouveau management dans l'écurie. Je pense que le nouveau management va plutôt aller chercher, c'est dans leur intérêt sûrement, mais pas celui de Ricardo, mais de donner un peu de... Quand on a un nouveau nom, des nouveaux sponsors, on peut pas continuer avec un pilote du passé qui ne performe pas. Et malheureusement pour Ricardo, il s'est fait sortir en Q1 par Yuki dans le dernier tour, donc forcément ça fait mal, quoi. Ouais, ça fait mal pour Ricardo. Donc Ami, ton top et ton flop cette semaine. Bon, mon top, je ferai encore plus large. Pour moi, c'est Fred Vasseur. J'avais hésité la fois précédente, mais là, cette fois-ci, c'est clair, quoi. Il n'y a pas une erreur. La seule petite erreur, c'est Charles et encore en Q1, mais globalement, c'est une feuille, c'est du 10 sur 10. Que ce soit comment la voiture évolue, la stratégie. Copie parfaite. Oui, copie parfaite. Comment on gère les pilotes, parce que c'est pas simple quand même de gérer deux pilotes comme ça. Surtout un qui s'en va. Un qui s'en va. Et qui surperforme. Et qui surperforme. C'est super, voilà. Flop. Là, c'est Alpine. Aïe. Alpine, ça va de mal en pis globalement, parce qu'aujourd'hui, Alpine se bat contre Williams, quoi. Donc, sans doute contre ce qui peut se faire malheureusement de moins bien en Formule 1. Les Haas sont devant, enfin tout le monde est devant, donc c'est plutôt dramatique. Il faut espérer une injection de quelque chose, je ne sais quoi. Si c'est de l'argent, j'ai un scoop. Ouais. J'ai un scoop. Parce que effectivement, tu as un scoop, une info de première main. C'est de ce matin, il y a quelques minutes. Ouais. Ils auraient trouvé un nouveau sponsor qui est Hoffmann Laroche, un laboratoire pharmaceutique. Alors vous allez me demander le rapport entre un laboratoire pharma et la F1. Le Hoffmann Laroche, c'est ceux qui ont le Valium. Oh mon Dieu. Bon, je vois notre ami Guillaume qui rentre dans ses épaules. Le pauvre, mais on a un chapitre consacré à Alpine. Laurent, de ton côté, quels sont tes tops et tes flops? Alors moi, mon top, c'est Yuki Tsunoda. En fait, je trouve que ce pilote, tu vois, c'est pas évident de se battre contre Ricardo. 4 ans qu'il est là. Hein. Ouais, mais en fait, au début, il a très mal commencé, très arrogant, très colérique, Et moi, je me suis dit, mais ce mec passera jamais 2 années. Encore une fois, il est dans une écurie qui est compliquée. Alors oui, il a des sponsors, oui, pour le marché. Honda. Oui, Honda. Mais malgré tout, et en fait, tu te rends compte que il y a quelque chose qui a dû se déclencher chez lui et il est dans les points régulièrement. Un déclic. Les interviews, il est intéressant. Et puis il gueule plus à la radio. Il gueule pas trop. Et franchement, je me dis, c'est ces pilotes qu'on a envie de voir évoluer, quoi. Tu vois, donc il faut du temps et ça m'a fait plaisir. Alors il était ce genre de choses, hein, qui est au Japon, tu vois, ça facilite. Mais voilà, très bien. Et ton flop? Mon flop, c'est Mercedes. Alors c'est pas au niveau Autoflagellation. Oui, mais c'est pas au niveau d'Alpine, mais ça commence à sentir mauvais. Ouais, ça craint, quoi. Ça craint, ils comprennent rien. Franchement, depuis qu'ils font courir des classes A, moi je trouve ça très bien. Hein. Ouais. C'est classe A. Tu veux dire les limos, c'est ça, les classes A, c'est les limos. Non, mais blague à part,
Eric a souvent dit une phrase que je trouvais intéressante qui était Mercedes, ils ont une structure qui fait que ils sont solides et les changements de réglementation, ils les affrontent. Et en fait, on se rend compte que. On sent que c'est les coureurs de fond. Hein, Ouais, voilà. mais là, Et ça s'améliore tout doucement. Et là, on les sent vraiment perdus. Il n'y a rien. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. On a l'impression, ils sont encore. Encore une fois, la fois d'avant, ils avaient dit cette phrase terrible qui était je comprends pas, ça marche en simulateur et ça marche pas sur le truc, ben change quelque chose parce que tu vois, je veux dire, à un moment donné, si tu peux pas te reposer que sur le simulateur, quoi. Et là, Allez, on va essayer de remonter un petit peu le moral à Guillaume. Quel est ton top et quel est ton flop? Alors oui, mon top, c'est Tsunoda, comme Laurent. Donc je ne veux pas développer, hein, Laurent l'a bien expliqué. Ouais. Il a pris Bonne le leadership. Alors de manière globale, il l'a pris aussi depuis le départ de Gasly, parce que c'était lui qui était vraiment le patron quand il était chez AlphaTauri. Et depuis qu'il est parti, il prend un peu le lead et il le prend bien. Et en plus, il était à domicile, donc il a fait un super Grand Prix, solide. Il termine devant une Aston Martin. Premier japonais depuis très longtemps à se classer dans les points. Donc, c'est lui qui sort, on va dire, l'une des voitures du top 5 des points. Donc bravo à lui. Et mon flop, évidemment, c'est Alpine. Je suis triste de dire ça, mais on voulait avancer d'un pas ce week-end avec les évolutions. On a plutôt reculé d'un pas. Les évolutions, elles étaient au niveau de l'avant de la voiture, de l'aileron, avec un peu plus de pièces aéro et puis un peu plus légères. Et au final, ça n'a pas fonctionné. On est aux 2 dernières places si jamais Sergio ne se sort pas, donc on est loin derrière. Et j'étais tellement dégoûté de voir en fait les 2 Alpines se faire dévorer littéralement dans la ligne droite par toutes les voitures, plutôt même du bas de classement. Et oui, ça fait de la peine. On va en parler d'Alpine. On y garde des arguments pour le chapitre final. Eric, quels sont tes tops ou ton top et ton flop cette semaine? Écoute, moi, je ne vais pas réinventer. Hein. Le top pour moi, c'est Ferrari, ou je dirais même comme Alain Vasseur. On commence à voir un peu le fruit de son travail. On se rend compte aussi de la lourdeur que c'est de faire changer le paquebot Ferrari. Parce que ça fait déjà maintenant plus d'1 an qu'il est à la tête de Ferrari. Et on commence simplement à parler de bonnes stratégies, de choses positives, alors que c'était ce qu'on critiquait depuis plusieurs années. Donc chapeau à Fred, parce que on voit bien d'ailleurs sur le visage, il est fatigué. Et ça doit pas être facile tous les jours quand même, mais ça commence à payer. D'ailleurs, je pense que même un Charles Leclerc qui est proche de Fred doit aussi comprendre qu'il doit sortir de sa zone de confort. Alors c'est facile à dire assis sur ma chaise, hein, mais on voit bien qu'il n'est pas encore serein. Un Sainz qui donne tout parce que voilà. Donc, mais au final, ça fait quand même. Ils ont géré 2 stratégies alors qu'ils ont été. On leur a jeté de l'huile chaude pendant plusieurs années sur les stratégies. Ce week-end, ils ont été les maîtres de la stratégie, donc bravo. Et le flop, je mettrais Mercedes parce que voilà, avec tout ce que je dis, effectivement, ils ont des gens, une équipe très solide. Alors peut-être qu'eux aussi sont dans une zone de confort et qu'il faudrait peut-être un peu la révolution de palais là-bas. Parce qu'ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les ingénieurs, ils ont tout. Et donc, comme Red Bull ou Ferrari, vous me direz, mais il y a quelque chose qui marche pas clairement. Il y a un manque peut-être d'agilité, si je peux me permettre. Voilà. Merci Eric. De mon côté, mon top, évidemment, il s'agit bien sûr de, comme c'est curieux, Fernando Alonso. Je trouvais qu'il était encore brillant. La Aston Martin sur la courbe ascendante. Les évolutions sont vraiment fonctionnées. C'était vraiment le point faible l'année dernière. Hein. Les évolutions, ils avaient commencé de manière tonitruante et cette année, ils semblent suivre le rythme de la course au développement. Je trouve ça très encourageant. Les investissements, la soufflerie, les nouveaux bâtiments, les embauches, vraiment les planètes semblent s'aligner du côté d'Aston Martin. Alonso, plutôt impeccable ce week-end, si bien qu'on en annonce aussi bien chez Mercedes que chez Red Bull. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Alors, on va commencer avec Eric et on va faire tourner rapidement la parole. Eric. Comme il le dit lui-même aussi, hein, Mercedes, pour l'instant, ils sont derrière Aston, donc c'est pas très tentant, mais... on parle plus de Red Bull ces derniers temps. Je pense que... Ouais, alors je pense qu'il y a, comme d'habitude, de à boire et à manger. Il est en train de renégocier aussi chez Aston. Alors Aston, tu as parlé de son usine, sa soufflerie, tout. Il n'y a que l'usine aujourd'hui qui est ouverte. La soufflerie, ça commencera l'année prochaine, je crois, les simulateurs aussi. Donc en fait, les outils pour améliorer seront... Enfin, tout sera opérationnel que l'année prochaine. Je pense qu'il a envie de rester. Il a envie de rester. Après, il sait que voilà, il lui reste pas 10 ans non plus. Je suis désolé pour toi, mais Oh. on doit lui offrir il a dit qu'il voulait courir jusqu'à 50 ans.
Oui, des contrats d'1 an, des contrats d'1 an plus 1, des contrats, je pense il aura jamais de contrat de 2 ans, ça c'est sûr. Donc il essaie simplement de faire un peu mousser le marché pour en profiter, pour essayer d'avoir la meilleure opportunité pour lui. En tout cas, on a vu la déclaration de Verstappen, je ne l'ai pas trouvée très élégante à son encontre au terme du Grand Prix du Japon. Ouais, si. Il lui fermait carrément la porte au nez, je cite, Red Bull a toujours eu pour tradition de former elle-même de jeunes pilotes. Elle s'est déjà écartée de cette tendance avec la signature de Sergio Pérez, car il n'y avait personne dans le pool à l'époque. Mais c'est irait plus loin encore avec un pilote de 42 ans. Il met des beignes à tout le monde. Hein. Laurent, ta réaction? Non, j'ai. Bon, franchement, il n'est pas très sympa. faut pas dire. après, Non, c'est mais- pas Moi, faux, c'est quand pas même un faux. gros, Non, comment dire. Ce qui est bizarre, c'est que Verstappen, il a, dans ses qualités, c'est pas un. Il n'y a pas de filtre. Non, c'est pas un voyou. C'est pas pas un Alonso. C'est pas Hamilton, tu veux dire. Oui, c'est Mais ni, du filtre mais partout. c'est ni Hamilton ni Alonso qui est capable de te, tu vois, tu vois, il est plutôt neutre habituellement dans ce qu'il dit. Là, je l'ai pas trouvé du tout neutre, quoi. Moi, J'ai je- trouvé ça très étonnant. Réaction, peut-être une dernière en plateau. Alonso, réaction de Verstappen. L'arrivée Je d'Alonso vais dire un truc. chez Red Bull. Ouais. Ouais, bon, alors Alonso Camille. est sans doute très bon, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un Mais des c'est clair meilleurs. que c'est plus facile quand un aussi mauvais coéquipier que Stroll. Alors là, évidemment, l'écart est énorme. On se dit, et le niveau de la Stone, c'est pas Stroll. Hein, c'est Alors, Alonso. habile transition, donc, Camille. voilà. Mon flop, c'est Stroll. Comment expliquer que voilà, il n'est même pas qualifié en Q2? C'est une catastrophe, Stroll, cette année. Une fois de plus, il est beaucoup sorti l'année dernière. Regardez le crash de Singapour, on est toujours en mémoire. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que le papa Stroll a débranché la prise ou pas? Non. Christophe? En tous les cas, c'est sûr et certain que quand. Je ne sais pas si vous avez vu le discours du papa Stroll dans la série Netflix. Ah, c'est terrible. C'était quand même dingue. Il mettait vraiment en avant son fils en disant bah, J'ai envie de dire, il fait tout pour lui. Suite à son Voilà. accident, il C'est s'est ça. cassé les poignets. Donc il le met c'est- vraiment fort en avant. Donc, est-ce Oui. que demain, il est prêt à lâcher en fait son fils, Moi, j'y crois pas une seconde. qui aujourd'hui fait perdre énormément de points à Aston Martin Et d'argent. et d'argent? Bon, l'argent, c'est encore une chose, mais sportivement, c'est quand même, ça fait des dégâts, quoi. C'est-à-dire que même si Alonso surperforme aujourd'hui, sans doute ce qu'il fait avec Merci. avec la monoplace. À côté de ça, de toute façon, ils ne pourront pas être un jour champions ou bien classés dans le côté constructeur parce qu'il n'y a pas un second pilote. En fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de difficultés, mais Leclerc semble moins à l'aise cette année que son équipier. Est-il devenu le pilote numéro 2 de Ferrari? Alors, curieusement, Leclerc a été élu pilote du jour ce week-end, curieusement, car au regard des stats, j'ai du mal à comprendre. Hein. La question qui se pose plutôt est de savoir s'il n'est pas devenu le pilote numéro 2 de Ferrari. Regardez ses stats. En course, il finit 4, 3, 2, 4 depuis le début de la saison. En qualif, 2, 2, 4, seulement 8e au Japon. Et 3e au championnat du monde avec 59 points. Et son coéquipier Sainz, en course, 3 Grands Prix. 2 podiums, 2 troisième places et une victoire en qualif. 4e, un non-départ suite à ce problème de santé. 2e et 4e. 4e au championnat du monde avec 55 points. Il est simplement à 4 points de son équipier malgré sa crise d'appendicite. Il semble que Leclerc n'arrive pas à mettre tout en ordre. Qui veut réagir à ça? Ouais, moi, je dois absolument réagir par rapport à ça parce Bah que fin de saison passée, le gars qui faisait les super-héros a dépassé 3 fois une Red Bull en fait, alors que personne ne l'avait fait. C'était notre ami Charles. Le passé, Ça, c'est le passé, monsieur. Effectivement. Mais, et ici, il se retrouve dans une monoplace qui visiblement est beaucoup plus à l'aise sur les longs runs plutôt que sur les séances de qualification. On le voit, même Sainz. N'oublions pas qu'en fait, tout le super pouvoir de Charles Leclerc, c'est de se qualifier comme personne ne se qualifie. C'est-à-dire, en fait, même Max n'existe pas devant lui en fait, quand il se qualifie. Pas cette fois-ci, 8e. hein. Pas cette fois-ci, effectivement. Et donc, en fait, derrière, la course commence. Tu commences loin sur la grille, il ne trouve pas en fait la bonne fenêtre au niveau des pneus, visiblement, il ne fait pas bien son outlap, en tout cas c'est dire à lui. Et aujourd'hui, malgré tout, il arrive à être très solide et de venir de la 8e place, d'arriver sur la 4e. Ouais, alors il a été solide, c'est vrai. La stratégie, tu le disais donc, Camille, a été excellente de la part de Ferrari parce que c'est l'un des rares à avoir un seul arrêt. On sait que Mercedes n'y a pas réussi. Mais on sent qu'il a toujours du mal à aligner les planètes. Encore une erreur de freinage importante qui le fait sortir presque dans le bac à sable, bac à gravier. Enfin, Et son run, hein, il donc, aurait pu peut-être finir même sur le podium. Qu'est-ce que tu en penses?
Donc moi, je dirais comme Eric, clairement, il doit maintenant se secouer un peu, sortir de sa zone de confort. Il est un peu surpris par, moi je le dis déjà depuis quelque temps, c'est Carlos n'a pas arrêté de progresser. Bien sûr. Il était une demi-seconde il y a 2 ans et ainsi de suite, et il progresse tout le Il n'y a temps. pas le même contexte psychologique. des deux pilotes. Ouais, je veux bien, mais alors on pourrait dire aussi Ouais, bien que sûr. Charles, de son côté, il sait qu'il continue, etc. Et l'autre serait perturbé. Donc, bof, non. Il y en a un qui progresse vraiment, c'est Carlos. Hein, Comment vous il est expliquez solide. justement le regain de forme de Sainz? Il a plus la pression parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il sera plus chez Ferrari, Bah, et qu'il a plus le choix, il a le couteau entre les dents parce qu'il veut trouver une écurie l'année prochaine. Ouais, moi j'ai dit il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est qu'il a plus de pression. De toute façon, il sait que donc voilà. C'est la dernière fois qu'il roule en Ferrari a priori de sa vie, tu vois, Ouais. cette saison. Donc il a tout intérêt à manger le plus possible et à s'éclater. La deuxième raison, je pense qu'il y a un peu de revanche quand même. Ça reste un latin avec tu vois avec beaucoup d'orgueil, un peu d'ego, beaucoup d'ego. Et tu sens que tu vois, c'est peut-être aussi dire il veut montrer que les autres ont fait une erreur de l'avoir sorti. Donc ça le motive, hein, c'est quelque chose qui le motive. C'est deux choses différentes. Hein. Ça t'enlève la pression parce que tu es viré. Le deuxième, c'est que tu as envie de te venger. Le troisième, c'est qu'il cherche un baquet. Donc il a tout intérêt à surperformer quoi qu'il en soit parce qu'il cherche un baquet. Donc c'est trois effets positifs sur un pilote qui font que derrière, le mec, il est au top niveau, quoi. Et je suis d'accord, le quatrième pourrait être la constante progression de ce pilote qui a fait des fois des choix un peu, tu vois, tu dis toujours il s'est fait virer de toutes les écuries où il était, mais quoi qu'il en soit, chaque changement l'a rendu meilleur. Donc c'est un pilote moi je trouve que c'est un pilote qui est intéressant en Formule 1. C'est un pilote qui va avoir beaucoup d'expérience, il aura fait beaucoup d'écuries. Non, je trouve que c'est un pilote qui mérite qu'on s'y intéresse, quoi. Eric, tu nous disais la semaine dernière, ou il y a 15 jours, que c'était un besogneux et qu'il progressait d'écurie en écurie. Là, c'est vraiment une vraie révélation cette année, encore une fois. C'est effectivement quelqu'un qui travaille beaucoup, qui apprend, qui progresse, on le voit bien, qui sait aussi prendre soin de son environnement, que ce soit proche, direct, ses mécaniciens et son équipe et le reste. C'est Et aussi qui est bien quelqu'un qui est entouré. très stable psychologiquement dans sa tête et dans son environnement familial. Et j'ajouterais un petit détail, son style de vie. Euh, Quelqu'un qui est vraiment très constant. À la différence de Charles, Charles en fait a été extrêmement couvé normal par sa famille. Aujourd'hui, c'est un homme qui grandit, qui est starisé à Monaco et qui, que je pense, a plus de distractions dans sa vie que ne l'aurait un Carlos Sainz, qui lui peut rester concentré. Quant à Charles, aujourd'hui, il a peut-être quand même un peu plus de distractions que les autres, et c'est peut-être là où, bah voilà, on a des petites instabilités il a le talent, c'est sûr, hein, et puis de louper sa qualif, hein, si on peut appeler ça louper sa qualif, ça peut arriver à tout le monde. Mais je pense que c'est peut-être des influences extérieures qui sont aujourd'hui, qui ont un impact sur Charles plus que sur Carlos. Allez, autre inquiétude plus sérieuse cette fois, plus profonde, l'écurie alpine qui sombre dans la crise. Quel avenir pour Alpine? La pression monte au sein de l'écurie française malgré l'arrivée des premières modifications de l'A524. Les résultats sont toujours mauvais et l'ambiance semble glaciale dans l'écurie française. Guillaume, on t'a peu entendu. C'est le moment d'essayer de trouver des éléments de satisfaction ou des éléments d'espoir peut-être. Il y en a assez peu, mais bon, on va peut-être revenir sur les constats. Il y avait effectivement des évolutions qui étaient prévues pour le Japon. Ces évolutions concernaient surtout l'aileron avant, avec dans l'espoir d'améliorer un peu l'aéro de la voiture. Et le poids aussi, non Et le le poids, poids. et le poids, et de réduire effectivement le poids de la voiture. Donc il y avait deux éléments de nouveauté qui étaient attendus par l'écurie, et bah, les intentions sont bonnes, mais l'exécution a été mauvaise. En qualif, bon, c'est très neutre, enfin, c'est pas mieux que ce qu'on a fait avant. Ils ont fait en Q2. Ocon Il y a est Ocon arrivé en était en Q2 quand même. Q2. Bon, voilà, il y a rien de super, et Ocon était déjà en Q2 en Australie, il me C'est semble. plus une surprise. Et puis en course, ça a été la Bérésina, quoi. Bah, évidemment, le rythme de course n'est pas bon. Comme je l'ai dit, c'était juste frappant en fait de voir tour après tour les deux Alpines se faire dévorer par les voitures, par les Williams, par les Haas, par les Sauber Tech, etc. Et on ajoute à ça la touchette au restart entre Gasly et Ocon, qui fait apparemment perdre 30 points d'aéro à Gasly.
Et donc, il parle d'une seconde au tour, donc à partir de là, la course est difficile, quoi. Alors, on a bien compris bon, il y a encore des difficultés, en tout cas, les mises à jour attendues ne fonctionnent pas pour le moment ou donnent pas assez de progression, surtout que de l'autre côté, dans les autres écuries, ça progresse également. On sent quand même qu'il y a une tension qui s'installe. On sait qu'elle était là historiquement entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. On a vu Esteban Ocon, 15e, qui s'est plaint d'avoir été percuté par son coéquipier. Hein. Et puis, il s'est énervé plus tard, puisque son ingénieur, souvenez-vous, durant la course, dans la retransmission sur Canal, on lui disait, voilà, c'est maintenant que tu dois push. Et Ouais, qu'est-ce que tu crois, je suis déjà en train d'attaquer. De quoi tu parles? Donc, on sent une certaine fébrilité. Eric, Alpine, s'ils ne sont plus mauvais début de saison, sont pires début de saison depuis le rachat de Lotus par Renault en 2015, Lotus que tu connais bien. La voiture, elle semble nulle part. Moi, ça m'a fait mal de voir les pilotes qui corrigeaient dans tous les sens. Enfin, on voyait aux pilotes, au volant, ils n'arrivaient pas, quoi. Non, de toute façon, s'ils sont aussi loin, c'est que la voiture est vraiment très difficile à conduire. Très difficile à conduire même en pneus neufs, et surtout sur une dégradation. Après, avec des pneus où il n'y a pas de grip, clairement, ils le disent, il n'y a pas d'aéro. Donc, effectivement, c'est se battre sans permanence avec la voiture. Et du coup, ça devient la priorité, c'est même plus la course. Donc, C'est il de y a la même survie. plus, enfin, oui, c'est ça, c'est la survie, mais les opportunités sont tellement rares de faire quelque chose que, voilà, même une 13e place lors de la dernière course, c'est devenu un événement, alors que, bon, 13e, c'est quand même, ça reste anonyme. Et donc, c'est pas au niveau d'Enstone, en tout cas, plutôt que Lotus, c'est fait un lapsus. Mais voilà, c'est Enstone Alpine, en tout cas, ne doit pas être là. C'est pas leur niveau, mais aujourd'hui, effectivement, il y a une grave crise. Tout le monde s'en va. Et comme on le sait, c'est plusieurs années pour reconstruire une équipe. Est-ce que Di Meo aura la patience? Ça, j'en suis pas sûr. Ouais, alors, on va se donner peut-être jusqu'à Monaco et on verra d'ici Monaco, effectivement, mais j'ai bien peur qu'à un moment donné, ils disent stop. Olivier, Luca De Meo avait quand même voulu attendre jusqu'à l'été. On fera un point. Voilà, il avait donné cet horizon-là. Donc Monaco, ce serait sûrement un peu tôt. On verra. Aujourd'hui, clairement, on est la dernière force. Alpine est la dernière force du plateau. Tu nous disais en préparant cette émission qu'il y avait encore un départ, Eric, c'est ça, du côté de chez Alpine? A priori, oui, un des ingénieurs français très cotés, en tout cas en F1, Pierre Genon, qui partirait, qui serait en partance, en tout cas, de Enstone aujourd'hui. Donc, ce qui est encore une autre mauvaise nouvelle. Laurent? J'aimerais que Christophe offre son t-shirt parce qu'il y a écrit père et en fait je pense que ça irait bien. Non, mais moi je pense que ce qu'il faut conscientiser, c'est effectivement, il parlait de l'été pour faire un point, mais seulement le problème, tu vois, c'est que quand c'est catastrophique à ce point, est-ce qu'on attend quand même le mur qui arrive parce que, en été ou pas, ça changera pas grand-chose, quoi. Et deuxièmement, moi je pense beaucoup aux deux pilotes qui sont quand même deux pilotes des purées de talent, quoi. Pierre Gasly en premier et qui sont en train de perdre une année, 2 années, et c'est important, quoi. Ouais, c'est clair. Allez, messieurs, un petit passage au box pour un petit quiz F1. Le quiz F1, vous le savez, c'est votre rubrique préférée. 4 questions, une réponse dès le premier vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde question, 2 points pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Soyez attentifs aux questions. Première question, ça concerne un pilote, et je précise que c'est un pilote essayeur de F1. Encore une fois, pour vous aider, vous mettre sur la voie, souvent maintenant, et c'est une règle, le quiz F1, les sujets sont liés à l'actualité. En 2014, je suis la première femme à prendre part à un week-end de course de F1 en 22 ans. En 2014, je suis la première femme à prendre part en un week-end de course de F1 en 22 ans. Suzy Wolf. Suzy Wolf. Ah ben j'ai oublié Oh pardon. Pardon la régie. J'ai oublié la ligne de départ, mais tu es donc parti trop tôt, donc on a... Bravo. Ce serait pas suicide. 5 secondes de pénalité, mais tu prends le point. Non. Amazing. F1, Alpine a du mal, mais heureusement Guillaume est au rendez-vous. Il s'agit bien de Suzy Wolf. J'étais pilote d'essai de Williams Grand Prix. J'ai dirigé l'écurie Venturi en Formule E. Et j'ai été nommée en 2003 directrice de la F1 Academy. Très décriée durant l'intersaison. Une petite cabale qui a été levée, pas très élégante envers la famille Wolf, d'ailleurs, qui a porté plainte. C'est encore ça a fait encore quelques rebondissements en coulisses de la F1. Un autre pilote de F1, et bravo Guillaume, 4 points pour Guillaume. Et pilote de F1, attention. En exercice? Je ne donne pas d'informations. J'ai été un pilote Ferrari.
Jody Il y en a Scheckter. quelques-uns. Jody Scheckter, c'est pas loin, mais c'est pas lui. J'ai porté un casque rouge. Niki Lauda. Niki Lauda. Niki Lauda, bonne réponse de Laurent, il a répondu juste avant toi. Oh. J'étais triple champion du monde et en 1976 au Grand Prix de Japon, je prends la décision courageuse d'abandonner la course en raison des intempéries. Japon, donc on parle de Niki Lauda, alors qu'il revenait de son terrible accident où il avait été très très gravement brûlé. Niki Lauda, le grand Niki Lauda qui est disparu il y a 2 ans déjà. Un circuit cette semaine. Attention, je suis la propriété d'un grand constructeur. Je suis la propriété. Suzuka. Non. C'était un piège. Monza. Non, je suis installé au Japon. Fuji. Fuji, oui, bonne réponse de ton Camille. C'est non. James Hunt il a été couronné champion du monde pour la première fois et je tire mon nom d'un mont, le mont Fuji. Ça fait 2 fois que Eric il est à la seconde. Ouais. Désolé Eric, donc ça fait, en régie si vous m'entendez, ça fait combien au score? 3 pour Laurent, 4 pour Guillaume, 3 pour Alain. Merci. Un nouveau, non pas un nouveau, un patron d'écurie. J'ai fait une longue carrière chez Peugeot Sport avant de prendre la direction de Peugeot justement. Jean Todt. Pardon? Jean Todt. Non. Farmer. Ah, Bruno Ah Famin, oui, 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 4 ah oui, points oui, pour oui. Éric Bouillet. Donc il revient du Diable Vauvert, le patron de l'écurie alpine. J'ai ensuite mis le cap sur la FIA, la Fédération Internationale Automobile. J'ai succédé à Otmar Schaffnauer, j'arrive jamais à le dire Laurent, et je suis le team principal d'Alpine, monsieur Bruno Famin. Allez, 5e question. je vais me faire remplacer par Ribouli en 2024. 2025. On se rigole. On le souhaite tous. À nouveau un pilote de F1. Alors, j'ai fait mes premiers tours de roue en F1 chez BMW Sauber. Ils sont pas nombreux à part ces Heidfeld. Non. J'ai longtemps détenu le record du plus jeune poleman et vainqueur de Grand Prix. J'ai longtemps détenu. Vettel. Sébastien Vettel. Bonne Bravo. réponse de Ouais, Guillaume. bravo. J'ai remporté 53 victoires, soit le 3e pilote, le plus victorieux de l'histoire de la F1. J'ai remporté 4 championnats du monde consécutivement. Il s'agit bien de Sébastien Vettel, qui refait l'actualité. Eric, on l'annonce possiblement. Il y aura des discussions avec Mercedes. Un retour. 2 ans, Non, 2 chez ans Porsche, après avoir surtout. arrêté. Tu y crois ou pas? Non, je crois que c'est surtout chez. Oui, alors il a effectivement, il a refait des essais récemment avec Porsche. Je crois qu'il y a des grosses discussions pour qu'il retourne, pour qu'il aille en endurance, pardon. Maintenant, je pense que oui, il a dit qu'il reprenait goût un peu à la course. Alors évidemment, tout le monde s'est mis à rêver que Vettel revenait en F1. Il a même un peu mis d'huile sur le feu en disant pourquoi pas. Je discute avec. Je crois Toto pas. Wolff. Je crois pas Non. que ce soit une option. La page est tournée. Allez, dernier. On en est où au niveau des scores, les amis, en régie? 7 points pour Guillaume, il est devant. Donc là, Eric, il faut réagir. Un pilote de F1. J'ai piloté pour Tyrrell, Benetton ou encore Jordan. J'ai piloté pour Tyrrell, Benetton ou encore Jordan. Il n'y a pas toutes les écuries dans lesquelles il a participé. J'ai participé à 201 Grands Prix, mais remporté qu'une seule allez-y, victoire. allez-y. Jean, allez-y, bravo Guillaume. Bravo. Je suis le dernier pilote français titulaire chez Sauf Ferrari. bonheur d'Alpine. Ouais. Je suis originaire d'Avignon avec un accent touchant. Notre pilote, moi c'était l'un de mes pilotes préférés, Jean Alesi, et on n'aura pas besoin d'avoir la dernière question qui servait à vous départager. Donc Ah, mais là, encore quand une même, fois une non victoire de Guillaume. Bravo. Voilà. Bravo Guillaume. Merci Il est beaucoup. toujours un peu malade, mais il a repris le rythme. Je fais briller Alpine en ce début de semaine. C'est clair. Allez, on T'es bien passe, le seul, t'es bien le seul. on passe à la Minute Insta. Je crois que c'était avant que je devais la faire, mais c'est pas grave, on l'a fait maintenant. La Minute Insta, la rubrique réseaux sociaux. Juste que je retrouve mes fiches concernant la Minute Insta. Elle doit être quelque part par là. Oui, elle est là. Alors, la Minute Insta, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous a sélectionné? Un moment fun de aller sur les réseaux. Et on commence par une flopée de poissons d'avril qui ont envahi la toile la semaine dernière. Et notamment l'un qu'on a beaucoup aimé, concocté par notre ami Christophe ici en plateau et sur le compte Insta d'On refait la F1. Abonnez-vous et regarde, surprise, regardez. Eh oui, c'est bien. Elon Musk, Tesla en F1. Personne n'y a cru, hein, après tout. Moi, j'y ai cru. Hein.
Oui, tu l'avais faite. Alors regardez, autre moment volé sur les réseaux, un petit crash de notre ami Lewis Hamilton juste avant le départ hier, regardez. Ah oui, Ouais, il est pas en trottinette. en trottinette, il n'est pas très méchant ce crash-là. On les adore les crashs comme ça. Tu en parlais tout à l'heure de Sébastien Vettel, ça a beaucoup buzzé autour de l'arrivée de Vettel chez Porsche. Regardez ces quelques images volées de Sébastien à nouveau dans un baquet pour faire de l'endurance cette fois-ci. Il a plus sa toison, ses cheveux qui virevoltaient. Hein. Il est plus sage maintenant qu'il signe chez Porsche. Quoique chez Aston Martin, c'était aussi d'un haut niveau. Et deux dernières sélections sur les réseaux. Regardez. On peut les afficher? Voilà. Alors ça, c'est pas très gentil, monsieur Camille. C'est vous qui m'avez soufflé ça. Alors, est-ce que Alpine va participer au salon de l'agriculture? Apparemment, ils ont la réponse. Hein, ouais, c'est dur. Et dernier moment volé sur les réseaux, les amis en régie, regardez, que j'ai découvert avec vous. Ah, j'adore. Alors, donc Camille, c'est bon, là, il est vraiment intégré, il part avec les mains. Mike, ça. Il parle avec les mains, il fait tout là. Il est parfait. Il va parfait. être citoyen d'honneur italien, évidemment. Ouais, attends, il n'est pas encore champion du monde. On va se calmer. Non, mais- Il a gagné 2 grands prix. Hein, on va se calmer, hein, il n'est pas encore là. Allez, on termine cette émission par les pronos du Grand Prix de Shanghai. Et en préambule, on revient sur les pronos de la semaine dernière. Allez, on check. Verstappen, Sainz, Perez. Verstappen, Perez, Sainz. Allez. Je crois que je vais faire comme Laurent. Je vais faire Verstappen, Perez, Sainz. Et moi, j'attends la dynamique positive de Ferrari. Donc, Charles, Carlos, Ah oui. Max. Boum. Verstappen, Charles, Carlos. Qui est de mon côté, Verstappen, bien sûr, Terdonda. Leclerc en second et Norris en troisième. J'ai tout feu. Par contre, bravo à Laurent et bravo à notre team principal, messieurs, pour votre prono dans l'ordre, s'il vous plaît. Allez, Christophe, on commence avec toi et ton prono pour le Grand Prix de Chine. Leclerc, Verstappen, Sainz. Leclerc, Oui. Verstappen, Sainz. Donc, Camille. Max, Charles, Carlos. Max Verstappen, Charles, Carlos. Guillaume. Verstappen, Perez, Sainz. Verstappen, Perez, Sainz. Laurent. Verstappen, Norris, Russell. Russell. Ouais. Bon. Eric. Verstappen, Leclerc, Sainz. Et on partage le même classement pour moi également. Verstappen, Leclerc qui doit réagir et Sainz troisième. On espère que le Grand Prix de Chine sera un peu plus taillé. On en parlait tout à l'heure avec Eric. Au Ferrari et notamment peut-être aussi au Mercedes. Rendez-vous dans 15 jours. C'est la fin dont on fait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve dans 2 semaines, le 22 avril. Soyez au rendez-vous pour un débrief complet du Grand Prix de Chine. On refait la F1. C'est tous les lundis soirs après un Grand Prix. Soyez au rendez-vous et pour être prévenu en temps réel. Rien que plus simple que de vous abonner à notre chaîne YouTube et vous serez prévenu par une petite notification. Et puis, ça fait toujours plaisir. Cliquez sur le petit pouce, ça fait monter l'algo de notre chaîne. Et n'oubliez pas, On refait la F1, c'est uniquement maintenant sur la chaîne d'On refait la F1. Allez, à dans 15 jours. Rendez-vous le 22 avril. Salut!